Bonjour, dans Allo Santé aujourd'hui, je vais vous parler des gastro-entérites aiguës en pédiatrie. Les gastro-entérites aiguës, au niveau mondial, représentent un véritable problème de santé publique avec plus de 2 millions de décès par an. Alors même si, sous nos latitudes, la diarrhée a des conséquences beaucoup moins désastreuses, elle n'en reste pas moins un motif de consultation fréquent en pédiatrie. Alors, quelles sont les causes infectieuses responsables des gastro-entérites chez l'enfant? Il y en a 3. La plus fréquente, c'est les causes virales qui représentent près de 80% des gastro-entérites aiguës chez l'enfant, notamment le rotavirus, pour lesquels je vous signale maintenant il y a une vaccination efficace. Il y a les causes bactériennes et enfin les causes parasitaires. Alors à l'examen clinique, le médecin va vouloir évaluer d'abord la gravité de la situation et notamment s'il y a des risques ou s'il y a déjà des signes de déshydratation. Donc il va vous poser certaines questions précisément dans l'objectif d'évaluer la situation à ce niveau-là. Donc il va vous poser la question de savoir le volume des selles et la fréquence des selles pour voir quelle est l'importance de la perte. Il va aussi avoir besoin de savoir si l'enfant est capable de boire et s'il y a des vomissements et combien de fois il a vomi quand vous lui avez proposé à boire. C'est très important pour évaluer le risque de déshydratation. Il va aussi avoir besoin de savoir si votre enfant arrive à uriner, à faire pipi. Et enfin, un élément aggravant la situation et qui peut augmenter la déshydratation, s'il y a par exemple de la fièvre. Donc toutes ces petites informations, il faut savoir que le médecin va vous les poser, donc il faut être assez attentif à ce genre de choses chez votre enfant. Dans un deuxième temps, il va essayer de voir quelle est la cause de cette gastro-entérite. Alors pour ça, il y a des questions précises, notamment de savoir si votre enfant va en garderie, ce qui va l'orienter peut-être vers une cause parasitaire. Si votre enfant a voyagé, ça aussi, ça peut être une cause parasitaire qui peut être évoquée. Ou bien, si votre enfant, c'est très important, s'il a du sang dans les selles, qui nous oriente plutôt vers une cause bactérienne. Enfin, dans un troisième temps, il va voir si les vomissements et la diarrhée ne sont pas dus à autre chose qu'une gastro-entérite, comme par exemple une appendicite qui peut mimer une gastro-entérite au départ, ou alors une occlusion intestinale. Et à ce sujet, si votre enfant a des vomissements bilieux, donc verts et non alimentaires au départ, c'est un élément important qu'il faut préciser au médecin et qui pourra complètement changer l'orientation diagnostique de votre enfant et faire penser à une occlusion par exemple. Donc c'est un élément important à surveiller et à préciser au médecin le cas échéant. Alors en ce qui concerne les explorations, eh bien généralement, s'il n'y a pas de déshydratation, on ne va faire aucun bilan sanguin à votre enfant qui a une gastro-entérite aiguë. Maintenant, si votre enfant présente des signes de déshydratation, ou bien alors il a un syndrome dysentérique, c'est-à-dire qu'il a des selles qui sont glaireuses et sanglantes, ou alors s'il a du sang dans les selles associé à un syndrome toxique, c'est-à-dire de la fièvre et de l'altération de l'état général, ou encore s'il a moins de 3 mois, eh bien là, il y a une exploration qui est à faire avec effectivement un bilan sanguin qui va rechercher s'il n'y a pas une insuffisance rénale, s'il n'y a pas une hypoglycémie, s'il n'y a pas un trouble électrolytique quelconque, et puis aussi pour faire une culture du sang à la recherche de bactéries. Donc dans ces cas de figure-là, eh bien, il faut aller à l'hôpital parce que ça va nécessiter une exploration un peu plus importante. Maintenant, souvent on pose la question de mettre le sel en culture, donc de faire une culture de sel. Eh bien, c'est indiqué effectivement si la diarrhée dure depuis plus de 2 semaines ou alors s'il y a du sang dans les selles. Enfin, est-ce qu'on va faire une recherche de parasites dans les selles? Oui, on peut le faire en ambulatoire et ce sera fait si on est devant une diarrhée chronique, c'est-à-dire plus de 3 semaines, ou bien si votre enfant revient d'un pays d'endémie de parasitose. Alors en ce qui concerne les stratégies thérapeutiques, bien entendu, la priorité, eh bien, ça va être de prévenir et de traiter une déshydratation.
Alors pour ça, le meilleur moyen, c'est la réhydratation orale qui est efficace dans plus de 90% des cas, même s'il y a des vomissements. Alors il faut utiliser les solutés de réhydratation que vous allez trouver en pharmacie. Et au début, il faut faire une amorce progressive avec un apport de 15 ml par exemple de cette solution de réhydratation aux 15 minutes. Alors, un petit aparté, pendant très longtemps, on a conseillé aux parents d'arrêter les laitages pendant le lait tout simplement, pendant cette période-là. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait le déficit en lactose n'était pas si important que ça, donc le lait pouvait quand même être digéré. Donc si votre enfant préfère le lait, vous pouvez en même temps lui proposer du lait. Mais toujours en petite quantité, en essayant de fractionner au maximum pour qu'il y ait moins de vomissements possible. Maintenant, il faut essayer de prévenir aussi la dénutrition. Et c'est pour ça qu'on conseille, chez un enfant qui n'est plus déshydraté, eh bien, de donner immédiatement et rapidement des aliments. Alors bien sûr, il va falloir choisir les bons aliments. Alors les fruits sont autorisés, les légumes sont autorisés. Et en ce qui concerne les viandes, il faut utiliser plutôt les viandes maigres. Il faut éviter bien sûr tous les aliments trop gras. On peut utiliser aussi par exemple proposer des céréales que les enfants aiment bien. Alors, il y a un petit bémol, il faut faire attention quand même aux jus de fruits. On sait que les jus de fruits sont excessivement sucrés et ça peut entraîner ou prolonger une diarrhée par effet osmotique. Donc, prudence avec les jus de fruits. En ce qui concerne le traitement médicamenteux, eh bien, il y a une molécule qui a révolutionné la prise en charge des gastro-entérites aiguës. Il s'agit de l'ondansetron, le Zofran, qui grâce à une seule dose va permettre dans quasiment la totalité des cas de réussir une réhydratation par voie orale. Donc éviter l'intraveineuse et éviter les hydratations sévères qui vont entraîner une hospitalisation. Donc vraiment c'est une molécule qui a fait avancer, faire un grand pas en tout cas dans la prise en charge des vomissements dans le cas d'une gastro-entérite aiguë. Maintenant, en ce qui concerne les probiotiques, eh bien là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'étude rigoureuse qui a été pratiquée pour savoir si on était capable de réduire la durée d'une gastro-entérite aiguë grâce aux probiotiques. Donc, j'en recommande pas pour l'instant. Mais ça va peut-être changer dans quelques temps si on a des nouvelles des différentes études actuellement en cours. Maintenant, en ce qui concerne les antibiotiques, eh bien, puisque 80% des gastro-entérites aiguës sont d'origine virale, les antibiotiques n'ont pas leur place puisqu'ils n'ont aucun effet sur les virus. Il faut savoir aussi que dans les gastro-entérites aiguës d'origine bactérienne et même parasitaire, eh bien, il n'est pas rare que cette gastro-entérite guérisse d'elle-même sans avoir recours au traitement médicamenteux. Maintenant, dans quel cas on va utiliser les antibiotiques dans les gastro-entérites bactériennes? Eh bien, ça dépendra de l'agent causal qui aura été retrouvé, mais également de l'âge de votre enfant, et puis selon les circonstances, si votre enfant est immunosupprimé, s'il a moins de 3 mois, etc. Donc, ce sera bien sûr au cas par cas. Enfin, comme d'habitude, le traitement préventif a son importance. Ça va éviter la transmission des gastro-entérites aiguës d'un individu à l'autre. Et donc, il faut falloir veiller à bien se laver les mains après chaque change de couche, après avoir été à la selle et avant de manger, par exemple. Donc, c'est très important. Le lavage de mains est super important. Enfin, il faudra aussi veiller à ce que les aliments soient bien cuits quand il s'agit des viandes et qu'on ait une chaîne du froid qui a été respectée pour les aliments qui sont congelés. Au même titre que dans les traitements médicamenteux, il y avait l'arrivée du Zofran qui a révolutionné la prise en charge des gastro-entérites. Dans le cadre du traitement préventif, l'arrivée des vaccins atténués vivants contre le rotavirus a modifié complètement la population hospitalisée pour gastro-entérite aiguë en pédiatrie. Et maintenant, les cas de gastro-entérite aiguë sévère à rotavirus ayant quasiment disparu, eh bien, on a beaucoup moins d'hospitalisation pour complications de ces diarrhées virales infectieuses. Donc, n'hésitez pas à vacciner votre enfant contre le rotavirus. Ça fait partie du traitement préventif efficace pour lutter contre cette pathologie.
Alors, en ce qui concerne le pronostic de cette pathologie, grâce au traitement préventif et au traitement médicamenteux efficace, eh bien, le pronostic est excellent. On déplore quasiment plus aucun décès pour gastro-entérite aiguë sous nos latitudes. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous y trouverez toutes les informations que vous cherchez. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye bye.